Nous avons les États-Unis comme un pays d'amusement, un pays d'ambiance, un pays de musique. Beyoncé, Jay-Z, 50 Cent, Puff Daddy, Hollywood, cinéma, Wesley Snipes, Eddie Murphy. Bon, ça, ce sont des gens que la plupart ici ne connaissent pas, hein? Les jeunes, tous ces gens-là. Enfin, merveilleux pays, très intéressant. Mais vous savez, quand on fait les amusements un peu de trop, on perd quelque chose quelque part. Ça, c'est inévitable. Les États-Unis, maintenant, a décidé, en tout cas le House a adopté, c'est-à-dire quelques personnes de puissants dans le gouvernement ont décidé de prendre une décision, voter une nouvelle loi. La Chambre a adopté vendredi soir un important projet de loi sur la défense qui comprend une disposition qui enrôlerait automatiquement des jeunes hommes âgés de 18 à 26 ans dans le service sélectif. C'est-à-dire on va vous enrôler de force désormais de 18 à 26 ans à l'armée. Alors, personne ne s'y attendait, n'est-ce pas? Voilà pourquoi on en est arrivé là. C'est clair. Le service américain de la Chambre, évidemment, ce sont des gens qui choisissent les lois pour vous. La démocratie, je ne sais pas vraiment si c'est vraiment une démocratie, parce que les gens pensent que la démocratie, c'est chacun choisit ses lois, ses dirigeants. Mais en réalité, ce n'est pas ça. Les gens choisissent un groupe de personnes, et ce groupe de personnes choisissent les lois pour des millions de personnes. Je ne sais pas si c'est vraiment une démocratie. En réalité, je ne sais pas si la démocratie est vraiment équitable. Désormais, aux États-Unis d'Amérique, de 18 à 26 ans, on sera enrôlé automatiquement. Donc, et chacun doit aller s'enregistrer pour signifier sa condition physique et tout le bazar. C'est la guerre en Russie. Je pense que beaucoup de personnes s'attendaient à tant de résistance venant de Vladimir Poutine. Les gens attendaient plutôt que ça soit un pays qui s'ébranle très rapidement en Ukraine, avec la résistance européenne et l'OTAN, le soutien qu'on a accordé, ça fait beaucoup trop d'efforts. Maintenant, les États-Unis doivent être prêts, compte tenu du fait que Poutine a réagi récemment en envoyant des bateaux de guerre et un sous-marin à capacité nucléaire à Cuba. Maintenant, est-ce que la guerre est inévitable? On se pose la question. Pourtant, apparemment, il y a de moyens de s'en sortir. M. Vladimir Poutine a érigé, il y a quelques jours, il a établi quelques raisons pour lesquelles il arrêterait la guerre. Dès que Kiev annoncera qu'elle accepte cette solution et démarrera le retrait réel de ses troupes de ces régions, et dès qu'elle nous informera officiellement de sa renonciation à intégrer l'OTAN, alors de notre côté, nous ordonnerons un cessez-le-feu immédiat et le début des pourparlers. Vladimir Poutine a établi qu'il y avait quelques moyens de sortir de la guerre. Quels sont ces moyens? Vladimir Poutine a déclaré vendredi que la Russie mettrait fin à la guerre à l'Ukraine si l'Ukraine acceptait d'abandonner ses ambitions de l'OTAN et si l'Ukraine cédait l'intégralité de 4 provinces revendiquées par Moscou. Des exigences que Kiev a rapidement rejetées car équivalent à une capitulation. Donc la Russie, à travers M. Poutine, dit premièrement, l'Ukraine doit abandonner les projets de l'OTAN. Secondo, l'Ukraine doit céder l'intégralité des régions dont Poutine a mentionné. Ces régions, évidemment, sont des régions russophones. La grande majorité de la population parle russe. Et apparemment, la grande majorité de la population se sentent beaucoup plus russes qu'ukrainiens. Et apparemment, il y a des répercussions. Apparemment, on dit des répercussions. On a bien dit apparemment. Des répercussions qui subissent les Ukrainiens depuis que la guerre a commencé parce que leur appartenance, évidemment, est beaucoup plus russophone qu'ukrainien. Maintenant, pourquoi Vladimir Poutine voudrait que l'Ukraine abandonne son projet d'adhérer à l'OTAN? En effet, il faut le dire, nous ne sommes pas pro-russes. En fait, nous nous en foutons. Nous ne sommes pas pro-Ouest non plus. Nous sommes pro-africains. Je pense qu'il est important, en tant qu'Afrique ou membre d'une autre partie du monde, de vouloir avoir le narratif qui est concret, qui correspond à ce que nous sommes. Pas un narratif russophone ou un narratif occidental. Dans le passé, où les Occidentaux sont partis négocier avec les communistes de l'Union soviétique. À l'époque, Berlin était divisé en 2 parties. Il y avait Berlin-Ouest et Berlin-Est. Berlin-Est était contrôlé par les communistes, donc l'Union soviétique. L'objectif était de demander à l'Union soviétique de céder Berlin. Et en retour, on leur accordait une assurance que l'Occident ou l'OTAN ne fera pas un seul pas, un seul centimètre vers l'Est. C'est-à-dire, donnez-nous le contrôle de Berlin, mais nous vous promettons en écrit que nous ne bougerons pas un seul centimètre vers l'Est. Alors à l'époque, Gorbatchev et Reagan ont agréé à cette histoire et on a signé un papier qui était secret. Mais malheureusement, quelques temps plus tard, apparemment, l'Occident n'a pas respecté sa part du contrat. On va écouter très rapidement ce que dit Bobby Kennedy dans cette histoire. Suivez. Putin every day says I want to
settle the war. Let's negotiate. And Zelensky has said we're not going to negotiate. But in 92, the wall came down in the Soviet Union. Gorbachev said, I'm going to allow you to reunify Germany, but I want your commitment. After that, you will not move NATO 1 inch to the east. And we solemnly swore we wouldn't do it. Well, then in 97, we're going to move NATO 1,000 miles to the east and take 15 countries into it and surround the Soviet Union. We then overthrow the government. In 2014, their elected government and put in a Western sympathetic government. Russia then has to go into Crimea because they have a port at Vladivostok. It's their only warm water port. Comme vous avez bien entendu, Bobby Kennedy dit que quelques années plus tard, après avoir agréé à cette histoire, l'OTAN a gagné 15 pays à l'Est. Donc, contrairement à ce qu'ils avaient promis aux Russes, malheureusement, ils n'ont pas fait, ils ont adhéré 15 pays dans leur organisation, violant ainsi leurs propres promesses. Il dit la raison pour laquelle la Russie est en train d'attaquer l'Ukraine aujourd'hui, c'est à cause de nous. C'est parce que nous avions promis à l'Union soviétique à l'époque que si on nous donnait Berlin ou si on laissait Berlin libre, nous ne bougerons pas un seul centimètre vers l'Est. Mais comment ça se fait qu'aujourd'hui nous avons 15 pays déjà? C'est la raison pour laquelle les Russes sont là-bas pour protéger leurs intérêts. Quel est leur intérêt? Leur intérêt, c'est la protection physique du pays. Numéro 2, c'est entrer au port de Crimée. Le port de Crimée est le seul port à eau douce que les Russes possèdent. Donc c'est une entrée stratégique pour eux. Il est donc important de ne pas laisser ça entre les mains. Alors qu'est-ce qui s'était passé à l'époque? Le président ukrainien à l'époque, en 2014, était un monsieur pro-russe. Apparemment qui était approché par les Européens. On l'avait financé des millions de dollars pour développer l'Ukraine. Au même moment, la Russie lui avait aussi proposé des millions de dollars. Et le monsieur a choisi les millions de dollars russes aux millions de dollars européens. Alors apparemment, l'Ouest a organisé le coup d'État qui s'était passé en Ukraine, établissant ainsi un nouveau président qui était beaucoup plus réceptif aux idéologies westernes. Après avoir fait cela, c'était la raison pour laquelle les Russes sont partis en Crimée pour aller récupérer cette partie cruciale à leur existence. Ça, c'était Bobby Kennedy qui explique. Maintenant, nous allons écouter Nigel Farage. Nigel Farage faisait partie du Parlement européen. Écoutons ce qu'il a dit. Just to make that worse, of course, some NATO members said they too would like the Ukraine to join NATO. We directly encouraged the uprising in the Ukraine that led to the toppling of the President Yanukovych, and that led, of course, in turn to Vladimir Putin reacting. And the moral of the story is if you poke the Russian bear with a stick, don't be surprised when he reacts. Il dit l'Occident a amené la guerre en Ukraine. C'est à cause de l'Occident que les Russes sont en Ukraine. Il dit que c'était la faute de l'OTAN que Poutine avait envahi l'Ukraine. Et là, il parle en 2014. Le coup d'État de l'Ukraine était sponsorisé par l'OTAN en 2014, parce que l'OTAN voulait un président qui était réceptif aux idées occidentales. Celui qui était précédemment là était un pro-russe. Il fallait qu'on le change. Alors, malgré ce qui avait été promis dans le passé, ils ont quand même procédé à faire ce qu'ils avaient envie de faire, violant ainsi leurs propres promesses à l'Union soviétique à l'époque. Maintenant, nous allons écouter encore Nigel Farage en train d'expliquer ce qui se passe maintenant. I stood up in the European Parliament in 2014 and I said, and I quote, there will be a war in Ukraine. Why did I say that? It was... Quelqu'un a violé la loi. Quelqu'un a violé ses propres promesses. Maintenant, il est évident que beaucoup de personnes disent qu'il n'y a jamais eu de promesse. On n'avait jamais signé un papier disant qu'on ne bougerait jamais vers l'Est. Ce n'était pas vrai. Si vous regardez sur Twitter, vous allez voir un tweet de l'OTAN qui dit « Nous n'avons jamais fait de promesse de ne jamais prendre un seul centimètre vers l'Est ». Mais il y a un document secret maintenant disponible qui a été explosé. Ce document montre clairement que les représentants de l'OTAN à l'époque sont partis discuter avec l'Union soviétique, demandant ainsi que l'on libère Berlin. Et en retour, l'OTAN ne chercherait pas à accueillir un seul pays vers l'Est, ne bougerait pas d'un seul centimètre. Mais en réalité, aujourd'hui, il y a plus de 15 pays qui à l'époque faisaient partie de l'Union soviétique, qui sont maintenant intégrés à l'OTAN. Et ça, ce n'est pas un problème en soi. Le problème, c'est que si l'Ukraine fait partie de l'OTAN, les Russes pensent que ça représente un danger existentiel pour eux. Imaginez-vous qu'on place une bombe atomique à Kiev. Moscou serait à portée dans quelques minutes. Et ce serait incroyable. Pendant ce temps, les États-Unis à des milliers de kilomètres de distance. Et c'est la raison pour laquelle les Russes pensent, ça c'est d'après les Russes, qu'il est important pour eux qu'ils soient en Ukraine. M. Poutine pense que pour que la guerre se finisse, il faut que l'Ukraine abandonne son projet d'adhérer à l'OTAN. Et numéro 2, que l'Ukraine libère les régions de l'Est dont il contrôle qui sont pro-russes, pour que ceux-là qui sont pro-russes, qui sont d'après les Russes maltraités, soient enfin en libération et appartiennent aux pays dans lesquels ils sont censés appartenir, ou un narratif occidental.
Est-ce que l'Ukraine a raison de se défendre? Absolument. L'Ukraine n'a pas seulement besoin, mais a le devoir de défendre son intégrité. C'est leur terre. Il est important pour eux de se défendre. C'est leur droit. L'autre question est, est-ce que le reste du monde doit entrer en guerre? C'est-à-dire parce qu'il y a potentiel d'une guerre mondiale où tout le monde va finir. Nous avons tous des frères en Europe, aux États-Unis, en Russie et ailleurs. Faudrait-il que tout le monde entre en guerre, que nous soyons tous endeuillés parce qu'il y a eu une guerre en Ukraine, ou que nous mourions tous parce que nous risquons tous de partir? Je ne sais pas si c'est cohérent, surtout s'il y a un moyen de négocier, de s'asseoir autour d'une table, de discuter, de trouver des moyens beaucoup plus pacifiques. Moi, je pense, autant que beaucoup de personnes aussi d'ailleurs, qu'il y aurait peut-être un moyen de pouvoir s'asseoir et de discuter, trouver la raison, trouver des réponses à l'amiable. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Donc, initialement, ils auraient promis à la Russie de ne pas bouger vers l'Est. Si la Russie accordait Berlin, la Russie l'aurait fait, l'aurait cru, il y aurait un bout de papier fait par rapport à ça. Mais malheureusement, quelques années plus tard, ils ont commencé à pousser. Et aussi, ce qui dérange, c'est M. Trump a dit quelque chose de très intéressant. On va suivre ce que Trump a dit. I think Zelensky is maybe the greatest salesman of any politician that's ever lived. Every time he comes to our country, he walks away with $60 billion. And I like him, you know, on the impeachment hoax #1, he was very good. He said, no, the president didn't threaten me at all. He could have been a grandstander and said, I was threatened, right, Matt? He could have said, I was threatened. So I like him. But he's the greatest salesman of all time. He walks in. So now here's the beauty. He just left 4 days ago with $60 billion. And he gets home and he announces that he needs another $60 billion, else it never ends. It never ends. I will have that settled prior to taking the White House as president-elect. I will have that settled. Gotta stop it. Would it never happen? M. Trump pense que M. Zelensky est un très bon vendeur. C'est un très bon salesman. Il sait comment vendre son histoire. Et à chaque fois qu'il quitte le pays, il quitte avec des milliards de dollars. A-t-il raison de le faire? Quelque part, on pourrait peut-être dire oui pour une personne qui défend sa patrie. D'une autre part, est-il vraiment essentiel? On se dit parce que nous savons qu'il y a une grande entreprise américaine qui a signé un contrat en Ukraine. C'est-à-dire que cette entreprise va reconstruire les maisons détruites en Ukraine. C'est leur contrat exclusif. Et pour une personne qui se fait de l'argent en construction de maisons, c'est quoi le choix pour lui s'il devrait construire entre 5 maisons et reconstruire 500 000 maisons? Qu'est-ce qui est mieux pour lui en tant que businessman? Reconstruire 5 maisons ou en reconstruire 500 000? Évidemment, c'est le second qui serait le choix évident. Pourquoi? Parce qu'il faut se faire de l'argent. Et comment on aboutit à 500 000? Il faut que la guerre continue. Et je suis de ceux qui pensent que l'argent ne devrait pas être impliqué